Allez. Bonjour à tous, merci beaucoup Nadir. Oui, donc je suis le docteur Julie Thomas, je suis donc cardiopédiatre dans le service de cardiologie congénitale du CHU de Bordeaux. Et donc le cours, je remplace le docteur Jalal est pris au bloc et au caté, je veux dire, pour son activité. Et donc ça lui était impossible et il s'en excuse. Donc, je le remplace pour assurer ce cours. Donc, je vous parle du tronc artériel commun. Le tronc artériel commun, alors, hop, ici. Donc, ça représente, bon, c'est une malformation cardiaque congénitale rare, complexe, qui représente un peu moins de 2% des cardiopathies congénitales. Elle fait partie de la famille des cardiopathies conotroncales. Et on va le voir, cette forme de cardiopathie conotroncale réside en un échec de la septation conale et aortico-pulmonaire, et elle est régulièrement associée à des anomalies chromosomiques telles qu'une délétion sur le chromosome 22. Donc, d'un point de vue embryologique, c'est vrai qu'on avait compris que le mécanisme, en fait, en particulier avec qui impliquait les cellules de la crête neurale et qui entraînait une migration qui normalement doivent migrer vers la voie d'éjection. Et c'est vraiment les expériences d'ablation chez l'animal qui nous ont compris la compréhension de ces mécanismes embryologiques avec donc quand on avait une ablation totale des cellules de la crête neurale, on aboutissait à une absence de septation de la voie d'éjection et dont le phénotype était un tronc artériel commun, alors que l'ablation partielle aboutissait plutôt à un malalignement au niveau du conus, avec des phénotypes variables tels qu'une tétralogie de Fallot, une tétralogie de Fallot avec atrésie pulmonaire qu'on appelle abso, ou une CIV conotroncale sans sténose sur la voie pulmonaire ou des anomalies des arcs aortiques. Et chez l'homme, le phénotype qui reproduit ce mécanisme, effectivement, c'est ce qu'on appelle le syndrome de Di-George, donc la microdélation sur le chromosome 22 en 22q1.1. Alors finalement, les caractéristiques anatomiques, alors ce qu'il faut bien comprendre en fait, c'est que les cardiopathies conotroncales sont effectivement une famille qui correspondent à un mécanisme embryologique assez commun, qui sont donc ces anomalies de la crête neurale et qui aboutissent à une anomalie du septum conal. Et en fonction du degré de l'anomalie, eh bien, on va avoir un phénotype qui va être plus ou moins variable. Donc ici, quand on a par exemple une déviation incomplète du septum conal, un wedging incomplet, on peut avoir une CIV d'éjection. Dans ce cas-là, le septum conal est peu dévié ou voire pas du tout. Quand on a vraiment une déviation qui est modérée, on va avoir une tétralogie de Fallot. Une déviation complète du septum conal avec une fusion sur la paroi libre, on a une atrésie pulmonaire avec CIV. Et puis, quand on n'a pas de septation de la voie d'éjection, une absence de septum conal, eh bien, on a un troncus arteriosus. Et puis, vous voyez aussi que dans cette famille des cardiopathies conotroncales, on a aussi les déviations qui sont en excès, c'est-à-dire que le wedging va être excessif et va partir on va avoir une déviation postérieure sous la valve aortique. Et là, typiquement, on est sur le phénotype de l'interruption aortique de l'arche aortique de type B. Donc, ce qui fait que les caractéristiques, elles partagent toutes des caractéristiques anatomiques communes, et en particulier la CIV, qui est toujours la même, qui est une CIV de la voie d'éjection. Donc ici, dans le troncus arteriosus, il n'y a pas de septum conal et pas de conus. On a donc une valve artérielle qui est dite troncale, qui est unique, et un seul gros vaisseau qui donne dans l'ordre les coronaires, puis les artères pulmonaires, la crosse aortique avec les vaisseaux de la base. En termes de classification, aujourd'hui, on est sur cette classification modifiée de Van Prague qu'on utilise vraiment régulièrement. Et en fonction, en fait, on va avoir soit une dominance du côté aortique, soit une dominance du côté pulmonaire. Vous savez que dans le tronc artériel commun, on a vraiment ces deux côtés-là.
le côté plutôt aortique qui initialement est sur la droite du tronc artériel commun et le côté pulmonaire qui est sur la gauche du tronc artériel commun. Et le wedging, normalement, va aboutir à une septation, puis à une séparation de l'aorte qui doit venir du côté gauche. Ici, on a un tronc artériel qui reste évidemment ensemble, et donc le côté aortique sera toujours à droite de ce tronc artériel commun et le côté pulmonaire sur la gauche. Quand on a des troncs artériels avec des dominances aortiques, on est sur le type 1, 2 et sur le type 3. Aujourd'hui, on ne fait plus la différence en termes de phénotype ou de cardiotype. C'est très difficile de faire la différence entre le type 1 et le type 2. Donc aujourd'hui, classiquement, on réunit ces deux types puisque ça ne fait pas de modification majeure sur le plan de la gestion ensuite par ailleurs. Donc le type 1 et le type 2, on a soit une origine commune ou légèrement séparée des artères pulmonaires sur le tronc artériel. Le type 3, on a une des artères pulmonaires qui naît à partir d'un canal artériel ou d'une collatérale. Et le type 4, on a une dominance pulmonaire qui aboutit en fait à une interruption de l'arc aortique. Donc là, c'est ce qu'on répète ici. Ici, on a donc type 1 et type 2. De le type 1, en fait, historiquement, c'est qu'on pouvait le différencier parce qu'il y avait un petit tronc pulmonaire commun avant la division des branches pulmonaires. Et dans le type 2, historiquement, les branches naissaient séparément. Mais parfois, le tronc commun pulmonaire est tellement petit que c'est difficile vraiment de différencier ces deux phénotypes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, qu'on ne le dissocie classiquement plus. Mais vous voyez que la forme la plus fréquente est donc le type 1. Donc ensuite, ici, vous avez typiquement un type 3 avec l'artère pulmonaire gauche qui naît de l'aorte descendante et l'artère pulmonaire droite qui, donc ici, est issue de son tronc artériel commun. Et ensuite, le type 4, c'est donc une dominance pulmonaire. Vous avez donc un arbre, le côté aortique, qui va être interrompu. Donc, dans ces formes-là, vous avez le côté pulmonaire qui va donner un tronc avec les artères pulmonaires et le canal artériel qui va être relié à l'aorte thoracique descendante et le plus souvent à un des troncs supraortiques. D'un point de vue physiopathologique, c'est une cardiopathie à sang mélangé. Donc, la saturation dans l'aorte est égale à la saturation dans les artères pulmonaires. Donc, ici, le QPQS peut être évalué de manière non invasive. Donc, le shunt, eh bien, finalement, il résulte de quoi? Du ratio entre les résistances systémiques et les résistances pulmonaires, si bien qu'à la naissance, on a une cyanose qui est souvent modérée. Et ensuite, avec la baisse des résistances vasculaires pulmonaires au fur et à mesure des jours et des semaines, on va avoir une augmentation du débit pulmonaire et souvent une saturation qui va être quand même assez élevée. Dans ces situations, on a des lésions de stress sur l'arbre artériel pulmonaire qui arrivent assez rapidement et qui peuvent aboutir à une artériolite pulmonaire, donc des lésions vasculaires pulmonaires qui sont sévères assez rapidement à partir de 6 mois, mais parfois aussi c'est bien plus tôt. Les circonstances de découverte, bien, elles sont quand même aujourd'hui beaucoup en anténatal, donc sur l'échographie, à partir de l'échographie de dépistage et confirmée par l'échographie cardiaque fétale. Elles aboutissent à la réalisation d'une amniosynthèse puisque on a des anomalies de karyotype, donc de la délétion 22q1.1 qui peuvent être présentes quand même dans près de 20 à 30% des cas. Et on va rechercher ces anomalies par la technique d'immunofluorescence ou par la technique de CGH. Donc, on peut aussi, en l'absence de diagnostic anténatal, avoir des découvertes néonatales. Dans ces cas-là, l'enfant a des discrètes cyanoses ou des désaturations qui ne sont pas toujours aisées à diagnostiquer sur le plan clinique, mais qui peuvent être confirmées évidemment par la mesure de la saturation. Il peut y avoir aussi évidemment un souffle à l'auscultation, donc lors de l'examen de sortie du nouveau-né. Il y a effectivement régulièrement une fuite sur la valve troncale. Donc, dans ces cas-là, on peut avoir un double souffle. Et puis, il y a évidemment les signes d'hyperdébit pulmonaire.
Et associé à ça, en cas de syndrome de Dijorge, on aura des dysmorphies faciales qui sont liées au syndrome. Le diagnostic il est confirmé par l'échographie qui va montrer la CIV conotroncale et un tronc commun qui va donner effectivement l'aorte et l'artère pulmonaire. Il va permettre d'analyser la valve troncale, en particulier le nombre de feuillets, le degré de dysplasie de ces feuillets et l'existence d'une anomalie de fonction, soit une fuite, soit une sténose. On va également regarder la disposition coronaire. C'est quelque chose de très important parce qu'il y a quand même régulièrement des anomalies coronaires associées qui sont soit des anomalies de naissance, hein, de disposition, mais aussi il peut y avoir des anomalies, ces coronaires peuvent être juxtacommissurales, il peut y avoir aussi des anomalies ostiales avec des ostiums qui sont très petits. Et là, c'est extrêmement difficile de voir ça en échographie, mais qui, sur le plan des séries autopsiques notamment, ont été décrites et peuvent expliquer la survenue de mort subite chez ces enfants. Parce qu'il y a vraiment un shear stress avec la valve troncale et qui peuvent vraiment venir faire une dysfonction en fait de la perfusion coronarienne. Le retentissement, il se fait bien sûr sur une dilatation des cavités gauches par une augmentation du retour veineux pulmonaire associé. Et puis, on va rechercher des lésions associées hein, qui peuvent être des anomalies des artères pulmonaires. On va rechercher des MAPCAS qui seront associés. On va rechercher des anomalies des arcs aortiques. Ils peuvent avoir effectivement régulièrement des crosses aortiques droites, etc. Donc ici, vous avez un exemple. Hop là, pardon. Vous avez un exemple d'échographie. Là, ici, donc on est sur une coupe parasternale long axe. On reconnaît ici l'oreillette gauche, la valve mitrale, qui est d'ailleurs légèrement ballonisée. Ici, le ventricule gauche, le septum interventriculaire, le ventricule droit dans sa partie infundibulaire. Et ici, on a donc la voie d'éjection, une voie d'éjection. Donc, on ne verra pas d'autres voies d'éjection. Quand on becquera, on ne verra pas de voie artérielle pulmonaire. Et on vous dit une discontinuité entre le septum et l'aorte. Un vaisseau qui est bien à cheval au-dessus de la CIV. Là, dans ce cas-là, on voit bien qu'on est absolument au milieu quasiment de notre tronc. Cette valve, on voit qu'elle est dormante. Voilà, on voit qu'elle ne s'ouvre pas complètement. Elle est probablement, on peut suspecter une bicuspidie avec ici le défect de la CIV. Quand on met de la couleur, hop. Donc on retrouve ici plusieurs choses. Donc déjà sur la valve mitrale, on voit qu'on a une fuite mitrale associée. Alors attendez, je ne vois pas très bien à cause des choses. Hop. Voilà. Ici, donc probablement par dilatation des cavités gauches. Et sur cette image-là, on ne voit pas très bien la voie d'éjection aortique. Ici, on est sur un petit axe donc, de cette valve troncale et on voit effectivement qu'on a une bicuspidie de type 0 avec verticale ici et ici le point de coaptation qui est donc vertical. Et vous voyez que sur le côté gauche de ce tronc, on voit apparaître là une probable artère pulmonaire qui s'en va donc vers la droite et qui est probablement l'artère pulmonaire droite. Hop là. Excusez-moi. Hein, donc ici, ce sont des images fixes. Ici, nous sommes en sous-costal. En sous-costal, nous voyons le ventricule gauche. Ici, la valve troncale. Donc ici, du côté droit, on voit partir un premier vaisseau et du côté gauche, un deuxième vaisseau. Vous voyez qu'ici, donc, on a bien les artères pulmonaires et ici, c'est probablement le côté aortique.
De la même façon, ici, nous avons un autre cas avec la valve troncale ici et on visualise l'artère pulmonaire droite, l'artère pulmonaire gauche. Alors, l'artère pulmonaire droite, sur cette vue, on ne sait pas si c'est parce qu'elle passe derrière ou si c'est qu'elle naît un peu plus haut sur le tronc. Là, c'est difficile à différencier. La prise en charge préopératoire, eh bien, en fait, elle va être sur vraiment la gestion du shunt en jouant vraiment sur les résistances à la fois vasculaires systémiques et les résistances vasculaires pulmonaires. Notre arsenal thérapeutique, il est finalement assez limité puisque on va mettre des diurétiques s'il y a des signes congestifs et surtout, on va aboutir à une chirurgie pour correction complète en général avant 4, on est entre 4 à 8 semaines grand maximum dans ces situations-là. Ce qui va dépendre aussi essentiellement, c'est évidemment le poids de l'enfant, puisque quand il y a aussi des syndromes, il peut y avoir aussi des retards de croissance et les situations ça peut être des situations qui sont un peu plus complexes pour gérer le petit poids et pour gérer cette situation jusqu'à la chirurgie. Le devenir à long terme, il est assez bon. On a des courbes de survie actuarielle qui montrent qu'on a vraiment une mortalité d'abord qui est vraiment essentiellement au cours de la première année de vie. Cette mortalité, on l'a vu, alors là, c'était donc toutes les formes de troncus arteriosus, hein. Elle est liée essentiellement à la survenue, donc quand il existe en fait un syndrome associé, la mortalité dans ces cas-là, elle est beaucoup plus élevée. Ensuite, elle est liée à la survenue de crises d'hypertension artérielle pulmonaire et comme je vous l'ai dit aussi, à la présence d'anomalies coronariennes associées qui peuvent expliquer la survenue de mort subite. Ensuite, il y a aussi la morbidité post-opératoire dont Pierre Lavedan parlera tout à l'heure. Et ensuite, vous voyez que la mortalité, elle se stabilise vraiment au-delà de 1 an. Et ensuite, finalement, on a un taux de survie qui est de l'ordre de 80 à 90% à très long terme. Ce qui montre plutôt quand même un bon pronostic à long terme. On sait aussi que la problématique de ces pathologies est liée à la voie droite puisqu'il faut reconstruire la voie droite. Donc, on a une correction qui est bien sûr biventriculaire. Il va falloir gérer bien sûr la valve troncale, savoir si elle est dysplasique ou pas et qui peut être le lieu de réintervention à long cours. Et puis cette voie droite qu'il va falloir gérer puisque il faut mettre bien évidemment une prothèse, un tube ou autre, dont il va falloir gérer la gestion à long terme. Donc voilà, c'est un petit peu les complications. On voit bien qu'on a soit des dysfonctions de voie droite, des sténoses des branches pulmonaires, des anomalies sur la valve troncale. Les CIV résiduels sont quand même beaucoup plus rares. La dilatation de l'aorte ascendante, bien sûr, on a à la base un tronc artériel commun qui est lui-même dilaté. Aujourd'hui, on commence à avoir quelques séries qui évaluent un peu l'évolution de ces aortes conotroncales, on va dire. Mais aujourd'hui, le seuil, en fait, chirurgical est vraiment pas déterminé et par expérience sur ce qui se passe en chirurgie cardiaque adulte avec les aortopathies, on a tendance quand même plutôt à opérer ces aortes quand elles atteignent un seuil qui dans l'expérience des cardiologues, paraît quand même à risque. On peut avoir des dysfonctions ventriculaires gauche associées et bien sûr des arythmies. Donc ensuite, aujourd'hui, c'est vrai que les techniques de valvulation percutanée ont permis évidemment de pouvoir proposer une stratégie au long terme dans la prise en charge de ces voies droites et on va pouvoir proposer des remplacements valvulaires percutanés avec la mise en place de valves mélodie qui va permettre de surseoir à une nouvelle réintervention. Ce sont des techniques qui, pour ça, sont assez intéressantes sur le long terme
dans ces pathologies-là. Donc là, ici, on avait une étude multicentrique qui comprenait 150 patients avec un succès vraiment intéressant qui était de l'ordre de 95% évidemment sur le geste. On y avait eu donc 2 décès au cours de la procédure, un sur une rupture et l'autre sur une dissection coronarienne, avec un suivi médian à 5 ans. La courbe d'apprentissage était vraiment assez bonne. On avait une survie sans réintervention à 5 ans qui était de 76% et 91% si on si on excluait pardon, les fractures de stent. À terme, il y avait dans cette série 4 décès, 1 sur une endocardite et 3 sur des pathologies non cardiaques. On voyait qu'il y avait eu aussi des bactériémies et endocardites et 113 patients n'avaient pas eu de réintervention, soit parce que le gradient était inchangé ou soit parce qu'il y avait une fuite triviale ou absente. Alors ça, ça ne tourne pas. Donc ça, j'imagine que c'était pour vous montrer évidemment la technique d'implantation percutanée. Donc, que je ne vais pas vous commenter puisque je ne suis pas catétériseur et en plus que ça ne tourne pas. Ensuite, aujourd'hui, c'est vrai qu'on a la possibilité d'avoir une nouvelle prothèse autre que la Mélodie. Et donc, on a quelques données sur cette valve Sapiens avec donc 27 cette série monocentrique de 25 patients qui avaient démontré 3 complications majeures, une embolisation, une fuite parapothétique et une hémoptysie. Un suivi moyen dans cette série qui était de 3 ans et demi. Il n'y avait pas eu de décès, pas de fracture de stent, pas d'endocardite et une réintervention pour dégénérescence précoce à 1 an qui montre probablement quelque chose d'intéressant dans la gestion de cette prise en charge. Alors là, c'est sur le point de vue, je pense, technique de la valve Sapiens. Qu'est-ce que je peux vous en dire, moi, de mon côté? À part qu'on a des bons résultats avec des bons résultats sur les gradients et que ça peut permettre aussi de pouvoir accéder à des voies pulmonaires qui ne sont pas corrigibles par la valve Mélodie parce que on a des diamètres de valves qui sont plus gros et qui vont pouvoir nous permettre d'accéder à des patients qui ne sont pas éligibles à la valve Mélodie. Donc ensuite, ici, sur les substrats chirurgicaux, genre, je pense que là, je vais pas plutôt laisser Bernard en parler. Après, il y a aussi évidemment la question des endocardites. Et si on compare en fait l'incidence des endocardites entre la valve percutanée et la valve chirurgicale, on voit que dans la population générale, l'incidence de l'endocardite, elle est rare évidemment, elle touche 3 à 100 millions de patients année. Quand on a une cardiopathie congénitale, cette incidence, elle est augmentée. Elle passe de 0,4 à 1,3 000 patients année. Ce qui est un peu moins en fait que chez les patients qui ont des dispositifs implantables tels que des pacemakers ou des défibrillateurs qui sont à un peu moins de 2 pour 1000 devices par année. Et qui est assez quand même comparable aussi aux patients qui ont des prothèses valvulaires aortiques et mitrales. Chez les patients qui ont des TAVI, on voit que l'incidence, elle est entre 0,6 et 2% patients année et qui est assez comparable aux valves qui ont excusez-moi, qui ont été opérés avec des techniques chirurgicales et qu'il n'y a pas non plus de grosse surincidence sur les patients qui ont des valves mélodiques. Donc, on a des incidences globalement de survenue d'endocardite qui sont assez comparables, quelle que soit la technique de prothèse, qu'elle soit par voie percutanée ou par voie chirurgicale. Hop.
L'endocardite sur valve Mélodie, eh ben, c'est comme l'endocardite sur la prothèse chirurgicale. C'est vraiment l'éducation thérapeutique et la prévention pour prévenir vraiment la bactériémie, qui est une des choses essentielles de la prévention de la survenue de l'endocardite. Et peut-être que c'est très probablement aujourd'hui sous-estimé, qu'il faut avoir des messages qui sont peut-être beaucoup plus pertinents dans la vie de tous les jours, que ces patients puissent se sentir concernés. Et puis, il y a aussi la sélection des patients. On sait bien aussi qu'il y a des patients qui vont être plus à risque d'avoir une survenue d'endocardite sur le substrat valvulaire. Donc, en conclusion, eh bien, c'est une cardiopathie qui est effectivement sans mélanger, pour lequel il faut avoir une bonne évaluation de toutes les lésions associées. La réparation chirurgicale, elle se fait en général avant 8 semaines de vie, donc en général au cours du premier mois de vie. Il y a un certain nombre de réinterventions sur la voie d'éjection droite, et aujourd'hui, les techniques de valvulation percutanée offre des possibilités thérapeutiques à long terme qui sont vraiment intéressantes dans cette population, et qui vont probablement modifier le pronostic à long terme de ces patients, mais tout en ayant vraiment en considération que ça reste une morbidité et qu'il faut accompagner ces patients tout au long de leur vie. Voilà, je vous remercie. Est-ce que